7h41 à Paris, bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. C'est l'heure tout de suite de vous parler économie. Bonjour Karina. Bonjour Elisabeth. On commence tout de suite par prendre la température des marchés financiers, des marchés qui continuent à faire grise mine. Et les places asiatiques qui creusent même leurs pertes. Le Nikkei plonge pas loin de 2%. Le Hang Seng perd lui plus de 2%. Le Shanghai Composite moins 1,76% et le Kospi lanterne rouge moins 2,68%. Le tout sur fond de crise européenne, de yen fort et de chiffres décevants sur l'emploi aux États-Unis. Alors, conséquence des craintes d'un ralentissement économique mondial, les cours du pétrole poursuivent leur baisse. Ce matin, le baril américain s'échange sous les 83 $, le Brent sous les 98. Voilà, et parmi les valeurs à suivre ce lundi à la Bourse de Paris, évidemment celle de la Société Générale. Oui, puisque c'est aujourd'hui que s'ouvre le procès de l'ancien trader Jérôme Kerviel en appel à Paris en 2010, souvenez-vous. Il avait été jugé responsable d'avoir fait perdre à la Société Générale près de 5 milliards d'euros en prenant des positions frauduleuses sur des marchés à risque. Il avait alors écopé d'une peine de 5 ans de prison, dont 3 fermes. Il avait aussi été condamné à rembourser à la banque les 5 milliards perdus. Jérôme Kerviel a fait appel de l'intégralité du jugement. Aujourd'hui, il conserve la même ligne de défense. On l'écoute. Je ne comprends toujours pas pourquoi ce dossier s'appelle l'affaire Kerviel et pas l'affaire Société Générale. Tant il est évident de ce que j'ai vécu et des pièces qui sont au dossier que mes supérieurs étaient informés de tout ce que je faisais et la banque savait ce que je faisais. Alors pour en parler, nous sommes en présence de Frédéric Boulier, spécialiste de la gestion des risques et de la fraude financière chez Nice Actimize. Jérôme Kerviel est-il un fusible dans cette affaire ? Un fusible, ce sera démontré en fait pendant le procès en appel. Je crois que le procès en première instance avait été assez clair sur le fait que les responsabilités lui incombaient. Donc voilà, je crois que le procès en appel sera une manière pour lui de démontrer ce qu'il essaye de démontrer depuis quelque temps déjà. Mais la Société Générale pouvait-elle ne pas savoir ? Après, la Société Générale, ça dépend ce qu'on entend par la Société Générale. Je pense qu'il y avait, comme les différents rapports l'ont montré, beaucoup d'indices en interne, mais assez peu de moyens, on va dire, pour des personnes au centre de tout ça, de lier, on va dire, les différents indices entre eux et d'en tirer des conclusions assez claires quant à ce qu'il se passait effectivement. En tout cas, elle a été condamnée par la Commission européenne à verser une amende pour justement défaut de contrôle. Oui. Parce qu'elle n'a pas été négligente sur ces contrôles. Sur les contrôles, je crois que c'est clair. Je crois que la Société Générale n'a jamais fait mystère de cet élément. Maintenant, entre une défaillance des contrôles et puis une connaissance active, on va dire, de ce qu'il passait, il faudra que le procès en appel le démontre. Alors on sait que depuis l'affaire Kerviel, d'autres affaires, d'autres scandales ont ébranlé la planète finance, pour en citer deux, chez UBS ou plus récemment JP Morgan. Les procédures de contrôle ne servent donc à rien face à l'appât du gain. Aujourd'hui, on en parle à l'instant, des failles évidemment mises en lumière par cette affaire et d'autres encore. Je crois que la majorité des établissements pensent que ça ne peut pas leur arriver parce qu'il y a dans tous les établissements des procédures de contrôle et on ne connaît véritablement le caractère faillible de ces procédures de contrôle que lorsque quelque chose comme ça arrive. Donc c'est assez difficile de répondre à cette question en tant que telle. Je crois que si vous posez la question à tout établissement de la place, il vous dira non, moi j'ai des procédures solides qui me permettent de répondre à ça. Jusqu'à voilà, et parfois ça arrive pas. Et vous avez mentionné UBS. L'affaire UBS était très très similaire à ce qui s'est passé à la Société Générale sur le mode opératoire. Sur ce qui s'est passé récemment chez JP Morgan, je crois que on n'a pas énormément d'informations, mais il ne semble pas que ça soit en tant que tel du rogue trading ou du trading pourri. Et il me semblerait que ce soit vraiment un dépassement très large des limites et connu de tous. Ça semble prendre cette direction en tout cas, mais on n'a pas beaucoup d'informations. Alors si les procédures de contrôle ont leurs limites, que faire pour éviter de tels dérapages ? Je crois qu'il manque quelque chose fondamentalement aujourd'hui. C'est une réglementation véritablement contraignante en matière de rogue trading. Il y a des choses un peu générales sur le risque opérationnel, mais pas sur ce risque-là qui aujourd'hui peut faire vraiment coûter énormément d'argent aux établissements. Oui, parce que justement, ça passe par une nouvelle régulation. On pense à la règle Volcker qui vise à limiter justement le trading sur fonds propres des banques. Voilà, alors la règle Volcker ou alors la possibilité aussi de vraiment entourer, on va dire, les activités de marché par rapport aux autres activités de la banque vont permettront
d'amoindrir, on va dire, les risques pris. Mais encore une fois, si quelqu'un passe à côté des règles et s'affranchit des limites qui lui sont imposées, en définitive, ça ne servira pas à grand-chose. Parce que le problème qu'il y a eu à la Société Générale, c'est pas quelqu'un qui a pris des positions de 130 ou 140 millions quand il avait une limite de 120 ou 125. C'est quelqu'un qui a pris 50 milliards d'expositions. Donc si vous ne le voyez pas en interne, c'est comme si on disait on va limiter la vitesse sur autoroute à 120 au lieu de 130, et vous aurez toujours des gens qui rouleront à 250 ou à 300. Ça n'empêchera pas ce genre de comportement. Merci beaucoup Frédéric Boulier. Je rappelle que vous êtes spécialiste de la gestion des risques et de la fraude financière chez Naïs Actimaïs. Merci beaucoup. Toujours en France, face à la multiplication des plans sociaux, une cellule de crise pour suivre chaque situation a été créée, Karina. Oui, le gouvernement dénombre 36 entreprises en danger et parmi elles, ArcelorMittal à Florange. Le président de la République, François Hollande, recevra l'intersyndicale du groupe ce lundi. Ce vendredi, la direction a prolongé de 6 mois l'arrêt de ces 2 hauts fourneaux. Les salariés s'interrogent de plus en plus sur leur avenir. Le reportage de nos confrères de France 3. C'était en février dernier sur le site d'ArcelorMittal. François Hollande, le futur président de la République, envisageait déjà une solution pour pérenniser le site de production. La solution, c'est si Mittal ne veut pas garder cette activité, qu'il la cède à ce moment-là à un repreneur qui puisse la faire vivre. Et puis jeudi dernier, coup de théâtre. Lors du comité central d'entreprise, les salariés apprennent de la direction que les 2 hauts fourneaux ne seront pas rallumés avant 6 mois faute de commande, laissant 2000 salariés au chômage partiel. Michel Sapin, ministre du Travail, a laissé entendre que le groupe Mittal ne jouait pas vraiment le jeu de l'emploi. Il ferme une activité qui est rentable, mais pas suffisamment rentable. Et puis il y a un de leurs concurrents qui dit « mais moi je suis prêt à le racheter ». Cette activité. Et le propriétaire, l'actionnaire, le dirigeant, il dit non, je ne te le revends pas à toi, parce que sinon tu vas me faire de la concurrence. Donc je ferme, je licencie, alors que c'est rentable, alors qu'il y a une entreprise qui est prête à racheter pour avoir une activité qui soit elle-même rentable avec des emplois, et ça ne se fait pas pour des raisons purement mercantiles. De leur côté, les syndicats ont constitué un dossier évoquant différentes hypothèses de reprise, un dossier qu'ils proposeront au gouvernement. On y va avec nos revendications, avec nos axes de travail, et on espère bien que le gouvernement va nous apporter des éléments de réponse qui puissent encore avoir une note d'espoir pour les sidérurgistes lorrains. Et c'est ce matin que François Hollande reçoit les syndicats d'ArcelorMittal. Et alors que tout le monde s'attend à un sauvetage européen de l'Espagne, eh bien un autre pays pourrait bien lui griller la politesse, Karina. Il s'agit de Chypre. Oui, le gouverneur de la Banque de Chypre a annoncé ce week-end qu'il pourrait faire appel à l'aide européenne. La deuxième banque du pays doit trouver avant la fin du mois 2 milliards d'euros pour remplir ses obligations en capitaux propres. L'exposition des banques chypriotes à la dette grecque est supérieure à la richesse nationale du pays. Si aide il y avait, elle se ferait via le Fonds de secours européen. Bon, l'Espagne qui fait cependant toujours la une de l'actualité économique, le pays se convertit au fédéralisme budgétaire. Le chef du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy, appelle désormais à la création d'une autorité budgétaire européenne chargée d'harmoniser les budgets nationaux et de gérer la dette de la zone. Une option encore inconcevable il y a quelques semaines puisque l'Espagne défendait bec et ongle la souveraineté nationale de son budget. Face à l'ampleur de la crise, il a finalement lâché du lest et il s'est rangé à cette solution défendue notamment par Angela Merkel. Fédéralisme budgétaire mais aussi bancaire et fiscal seront à l'ordre du jour du sommet européen de la fin du mois. Merci beaucoup Karina, c'est la fin de ce journal de l'Écho. Il est 7h50 à Paris, on fait un point tout de suite sur les principaux titres de cette matinée. À la une évidemment, la contre-attaque de Jérôme Kerviel qui débute à 9h heure française. L'ex-trader de la Société Générale revient